pensais qu'aujourd'hui ça commence. Non, c'est la présentation. Donc on annonce le festival, les nouveautés, les dates, on met en vente les passes. Le Ramdam en 3 mots, surprise. Je ne vais pas être original, je vais garder le côté dérangeant quand même, donc dérangeant. Je dirais aussi quelquefois indignation par rapport à certains thèmes. Rencontre. Larmes. Mais aussi espoir. Et quelque chose qui fait réfléchir. Ça passe vite, ça passe très vite. Ça nous rajeunit pas. Je croyais pas trop à l'événement, moi, il y a 10 ans. Mais je suis content de m'être trompé. La bête a grandi et c'est parfois difficile de la maîtriser. Julie pour Jeanne. Écoute Jeanne. Les lions sont lâchés, donc la foule arrive. Je peux demander aux bénévoles de déjà se poster à l'entrée des salles 8, 9, 10. Pour le logo Ramdam. Ouais. Oui, exploration ce soir. Les autres expos. Comment ? Ok, très bien. De toute façon, il y a encore de la place. T'as bien démarré à l'avance. Ok, merci. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça nous fait vraiment plaisir, et je le dis chaque année, vous allez dire que je radote, mais ça nous fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Imagix tournait. Près de 800 personnes assistent à la projection du film de préouverture de la 10e édition du Ramdam Festival. L'événement, créé en 2010 par la Maison de la Culture de Tournai, le cinéma Imagix, la télévision régionale No Télé, la ville et le conseil de développement de Wallonie-Picarde, est né d'un pari osé, celui de proposer un festival du film qui dérange. Le concept est insolite et improbable, pourtant au fil des ans, le petit festival est devenu grand. 10 ans déjà que le Ramdam émeut et bouleverse les cinéphiles, l'occasion de replonger dans les archives et de suivre les coulisses de cette aventure qui poursuit un but, regarder le monde différemment. Retour 9 ans plus tôt. Le mardi 18 janvier 2011, dès la soirée d'ouverture, le président Jean-Pierre Winberg pose les jalons. Est-ce que ce festival s'est fait pour ceux qui ont envie d'avoir mal quand ils sortent du cinéma? Alors évidemment non. Il va y avoir des films durs. Mais il y a aussi des films poétiques et tendres dans cette programmation. Il y a des films décalés, il y a des films même un peu comiques. Mais en tout cas, des films qui sont toujours interpellants. Des films qui vous poursuivent quand vous êtes sortis du cinéma, qui laissent des traces, qui vous font réfléchir et qui, quelque part, bousculent vos habitudes. Mais est-ce que finalement, est-ce que ça n'est pas là l'objet même de l'artiste et de l'art, et particulièrement au cinéma, c'est-à-dire de modifier notre conception du monde par ce qu'il montre? Pour la soirée d'ouverture, les organisateurs ont frappé fort avec la projection en avant-première de Bas-Fond d'Isil de Lebesco. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. C'est parti d'un fait divers que Isil Lebesco a lu dans un journal qui disait juste que 3 jeunes filles avaient braqué un boulanger pour, à l'époque, quelque chose du genre 36 francs, et que donc le boulanger était mort et que ces filles avaient fini, suite au procès, en prison. Donc ça, c'est ce qui est vrai. Après, Isilde a brodé autour, a créé des personnages. Le film est cru, un choix osé, le public choqué quitte même la salle. Conclusion, ça dérange pas ou ça passe? Ça passe. Ça passe. Oui. Mais c'est pas le genre de film que vous iriez voir tous les semaines? Non. Non. Mais personne, je pense. J'espère, en tout cas, personne, toutes les semaines, ce genre de film. Jeudi soir, à la projection de La Vida Loca, Carole Solive, la productrice du documentaire, ne cache pas son émotion. Être là ce soir avec vous et présenter La Vida Loca, c'est très émouvant pour moi parce que Christian, sa disparition est très violente, elle est très difficile à vivre. En effet, quelques mois plus tôt, ce documentaire au plus près des gangs du San Salvador a coûté la vie à son réalisateur, Christian Poveda.
Donc c'est une sorte d'hommage que nous rendons ce soir à des cinéastes qui osent faire des films qui dérangent et qui le paient parfois de leur vie. Là, je viens de sortir, donc c'est un peu... Ouais, c'est fort quand même comme reportage. Quand on voit des jeunes qui s'identifient à certains groupes ou certains gangs, ça fait rire. Quand tu vois le reportage, tu te dis... mollo, quoi. À l'initiative de ce Ramdam Festival, Peter Carpentier, à l'époque propriétaire du complexe Imagix. Les protagonistes présents à l'élaboration de la première édition s'en souviennent. Son envie de créer un événement cinématographique à Tournai découle alors d'un constat. Je pense que d'abord c'est né d'un vrai partenariat qui existait déjà pour l'organisation du cycle Art-Essai, puisqu'il y avait déjà des personnes qui avaient pris l'initiative de montrer des films de qualité il y a plus de 60 ans aujourd'hui. C'était l'association Art-Essai avec Bernadette Micheneau, Pierre Gott et d'autres. Et puis la Maison de Lecture les avait rejoints dans la foulée. Donc il y avait déjà une vraie synergie. Et donc le constat, c'était aussi à un moment donné, est-ce qu'il n'est pas temps de faire un moment plus festif ? Parce qu'il y avait certes Art-Essai, qui diffusait des films tout à fait intéressants, mais il n'y avait pas d'événement cinématographique. Donc il y avait la culture, il y avait le cinéma, mais il n'y avait pas l'événementiel. Alors donc on a eu avec les autres partenaires des réunions de brainstorming. On a imaginé plein de thèmes possibles pour le festival, jusqu'à un moment, Peter Carpentier, encore lui, dit on pourrait faire le film à scandale. Film à scandale, je sentais pas. J'avais peur que ça ne soit répulsif plutôt que d'obtenir une adhésion du public par rapport. Et puis après, qu'est-ce qui fait encore scandale de nos jours? Alors, on a continué la discussion et du film à scandale au film qui dérange, il n'y avait qu'un pas. Et c'est un pas qui a eu l'unanimité des différents partenaires. Lors de la première édition, il n'y a que 20 films à l'affiche. Parmi eux, Le terrible incendie de Denis Villeneuve. C'est à la suite de la projection de cette fiction que le Ramdam choisit sa marraine, l'actrice Lubna Azabal. Comment je me suis retrouvée marraine du Ramdam? Parce que Jean-Pierre m'a fait une proposition face caméra, en pleine interview, que je ne pouvais pas refuser. Voilà, mais j'étais face aux journalistes et ça tournait, donc je ne pouvais pas dire non. Mais en même temps, quand mon coup de cœur pour le Ramdam était déjà présent, vraiment très fort, puis je trouvais ça tellement culotté, tellement audacieux, et ça m'a plu. Donc j'ai dit oui. Les bases du Ramdam sont déjà jetées, avec le choix de 3 catégories, fiction, docu et bien sûr rétro. Les nostalgiques ont pu revoir Camping Cosmos du trublion Yann Bucois. Mon personnage se dit, allons dans les campings, c'est là que les gens sont pendant l'été et apportons du Bertolt Brecht, etc. Est-ce qu'on peut faire de l'art en milieu populaire, quoi? Et l'art et la culture, est-ce qu'ils peuvent changer quelque chose? La réponse est non, mais bon, allons-y quand même, quoi. Et il faut peut-être que d'une façon infinitésimale, ce monde va un jour basculer. Bertolt avec des... La Mercourage. Non, mais c'est pour ça qu'il faut voir Bucois, le chef animateur. J'imagine que le thème de ce festival doit vous plaire assez. Ah oui, mais moi je ne comprends pas qu'il y ait des films qui ne soient pas Ramdam, quoi. Qui dérangent. Enfin, je veux dire, pour moi, ça doit... De quelque façon que ce soit, quoi. Si un film ne dérange pas, alors c'est du chewing-gum pour les yeux. Avec 4000 entrées la première année, le festival est fier de son pari. La soirée de clôture est l'occasion d'un premier bilan. Ah, moi je suis mordu, c'est mon 3e film et je n'arrête pas, quoi. Ah non, c'est une excellente initiative. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être facile non plus à faire passer parce qu'on a plutôt envie d'aller au cinéma aussi plus pour se divertir et c'est un autre cinéma, quoi. Comment vous le verriez évoluer en fait d'après vous? Je crois qu'il faut laisser du temps au temps, il va s'installer. Et ce type de festival, ça a sa place ici à Tournai, d'après vous? Oui, mais ça va être difficile à mon avis à intégrer parce que c'est quand même pas tout à fait accessible à tout le monde. La 2e édition du Ramdam est sous le signe de l'éclosion. Cette année-là, 2 docs forts. Le premier, Nobody's Perfect, où les corps handicapés se dévoilent, une magistrale leçon de vie. Le second, l'affaire Chebeya, du cinéaste Thierry Michel, décrypte les coulisses du procès de ce crime d'État au Congo. Il faut être à la fois dramaturge et poète quand on est cinéaste, voilà. Et on ne peut le faire qu'en documentaire, qu'on ne peut pas préméditer comme en fiction. J'ai fait des fictions, mais dans le documentaire, c'est dans l'instant qu'on fait la mise en scène. Donc on choisit, qu'on va focaliser sur une image, sur un personnage
le mettre en situation, etc. Qu'est-ce qui motive votre travail et votre ténacité, Thierry Michel? La passion de ce métier et le bonheur d'être un témoin privilégié d'une histoire en train de se faire. C'est d'être présent au cœur du monde, au cœur de ce théâtre du monde, là où ça se passe, et si possible dans les coulisses. Voilà, c'est un travail de cinéaste, de journaliste, d'historien, de sociologue, d'anthropologue, et tout simplement de quelqu'un qui a envie de partager la vie du monde, les tumultes du monde aujourd'hui. Pointons également dans la programmation le poignant Total Ted, du réalisateur belge Nick Balthazar. La fiction s'inspire de l'histoire vraie de Mario Verstraete, atteint de sclérose en plaques, et de son combat pour le droit à l'euthanasie. Mon frère était un des meilleurs amis de Mario et j'ai vu comment il a eu des amis, une famille qui l'a soutenu jusqu'à la fin, Total Ted, et on voulait faire presque un hommage à ces gens-là parce que le problème n'est pas toujours là pour celui qui part. Le problème est souvent là pour ceux qui restent. Donc, comme vous le dites, ce n'est pas un film pour ou contre l'euthanasie, c'est un film sur un parcours initiatique vers la mort. Oui, absolument. Je crois qu'un film, il faut toujours mieux poser les questions que donner les réponses. Petit à petit, le festival prend ses marques et trouve son public. Ça m'a permis de dire, autant j'ai l'âge, mais de revenir au cinéma avec plaisir. On sait qu'on va être dérangé, on ne sait pas toujours comment on va être dérangé, mais on vient en connaissance de cause. Pas moi. Non. Parce que je suis l'attachée de presse du festival du film d'amour de Mons. Je suis pas la bonne personne. Bah oui, mais justement, est-ce que vous trouvez que c'est un petit festival quand même un peu intéressant, quand même, ce type de C'est festival? un festival très très intéressant. Une grosse concurrence pour Mons, on dirait. Ah non, pas du tout, pas de concurrence pour Mons parce qu'on soutient vraiment le festival et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Dans quelques années, on parlera du Ramdam et il n'y aura plus besoin de mettre le festival qui dérange, le Ramdam suffira et puis voilà, c'est un nom court, simple à retenir. Je fais Ramdam, ça me dérange. Voilà, je pense que c'est le héros de cette soirée. Enfin, nous l'attendons impatiemment. Non mais franchement, ce que tout le monde retiendra de l'année 2012, c'est la venue improbable de l'acteur Adrian Brody, venu présenter le film Detachment. C'est évidemment pour nous un grand honneur de l'accueillir, ainsi que le réalisateur Tony Kaye. Alors évidemment, ça a un peu tout changé. Je pense effectivement, ça a donné un coup de boost au festival énorme dès sa 2e édition. Et donc au niveau des professionnels, au niveau de la presse, au niveau du public, même le public, parce qu'au départ on avait vraiment des cinéphiles, des amoureux du cinéma. Là, ça a donné aussi l'envie à d'autres personnes, plus people, qui s'intéressaient plus à tout ça, de nous rejoindre aussi. Et donc là, voilà, je pense que ça a tout changé. Bonjour. Good morning. I have one rule. Just one. If you don't wish to be here, don't come. Pour jouer ce personnage, est-ce que vous avez rencontré des enseignants qui vous ont parlé de leur métier? My father was a public school teacher, and Mon père était professeur lui-même. J'ai grandi à New York. J'ai moi-même été élève dans l'une de ces écoles. Donc je connais le système scolaire et ses défaillances. Pour arriver à proposer une solide sélection à son public, le Ramdam se prépare plusieurs mois en amont. Pour mieux comprendre l'aventure que constitue l'élaboration d'un festival, nous avons suivi les coulisses de la préparation de la 10e édition. Première étape, et non des moindres, la chasse au film. Septembre 2019. C'est sous la pluie que nous arrivons à Deauville en France. Destination de vacances de luxe des Parisiens en goguette, la petite ville normande dévoile ses charmes avec sa plage, ses mouettes, ses parasols, sa célèbre promenade baptisée Les Planches et bien sûr son festival du film américain. Et vous le voyez actuellement, Johnny Depp. Johnny Depp de retour au festival de Deauville. L'événement, créé en 1975, attire depuis 45 ans son lot de fans et de stars américaines et françaises. Loin de la foule et du tapis rouge, on retrouve Jean-Pierre Winberg. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Un petit contrôle du steak, monsieur, s'il vous plaît. Je vous remercie monsieur, bonne journée. Merci bien. Mais en fait, on fait une dizaine de festivals. Deauville est un des festivals auxquels on vient, essayer de trouver les pépites qui vont alimenter le festival Ramdam. Alors ce matin, vous avez commencé à quelle heure?
La séance de 9h, première étape du marathon qui va durer jusqu'à 11h du soir. Et on voit en général 4 à 5 films par jour. Un rythme soutenu. C'est un rythme soutenu, oui. Il faut essayer de faire des tiroirs dans sa tête parce que sinon, à certains moments, tout se bouleverse. Au départ, rampe de lancement de grosses productions américaines, Deauville récompense aujourd'hui le cinéma indépendant américain et ses jeunes talents. Le comité de programmation du Ramdam fait son marché à Deauville depuis sa 2e édition. Il y trouve des joyaux parmi la sélection des docs de l'oncle Sam, mais aussi dans les fictions, avec le remarqué Whiplash en 2015. Toutefois, il arrive que l'équipe manque de discernement, comme ce fut le cas en 2018. Il m'arrive rarement de sortir d'un film. C'est arrivé ici à Deauville avec le film Ghost Story. Je sors du film au bout de 25 minutes. Il y avait l'actrice principale qui mangeait une tarte et ça n'en finissait pas. Un seul plan unique, 7 minutes. Je dis, mais attends, on se moque de nous, je sors. La soirée de remise des prix, prix de la jeune révélation, Ghost Story. Prix spécial du jury, Ghost Story. Prix de la découverte, Ghost Story. Oh là là, je rasais les murs en sortant. Et donc, je me dis quand même, et puis j'oublie un peu ça, le film sort en France et il y avait Première qui avait consacré une critique importante où il disait, voilà, si vous pouvez à 2 reprises, pendant 10 minutes, accepter qu'il ne se passe rien dans le film, que ça soit un plan unique, si vous allez au-delà de ces 2 fois 10 minutes, vous allez découvrir un chef-d'œuvre. Petite séance photo sur la plage, avec la plantureuse actrice transgenre Leyna Bloom du film en compétition Port Authority. Pendant ce temps, Jean-Pierre, rejoint par Peter Carpentier, continue leur marathon. Bonjour. Tout de suite, t'as vu comme on est des vedettes, ça va tout seul. Oh, quelle horreur. T'as eu des nouvelles pour les sorties d'American Skin et tout ça? Non. Toujours rien? Non. Deauville a été fait à l'époque avec le but de prolonger la saison de tourisme de la ville. Il y a eu beaucoup d'argent qui s'est libéré pour créer ce festival. Je ne parle pas français. Je peux faire semblant. C'est mon boulot, which you'll see pretty soon in this movie. Chez nous, c'est plutôt c'est plutôt la qualité du film et moins l'effet première le soir. C'est plutôt l'inverse. On axe notre festival Ramdam sur les films, sur le côté cinéphile. Alors qu'ici, il y a ce côté-là, pour les films en compétition, mais il y a à côté de ça tout un pan important de people, quoi. Peter et Jean-Pierre s'enferment pour la dernière fois au cinéma pour visionner le premier film de Lajli, Les Misérables, déjà récompensé à Cannes du prix du jury. Arrête-toi là! En fait, ici, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, c'est de venir voir les films. À partir du moment où on s'est dit, tiens, tel film peut convenir, tel autre film aussi, commence alors un véritable parcours du combattant, parce qu'il faut avoir l'accord du producteur, se mettre en contact avec le réalisateur pour essayer qu'il puisse venir. Il faut surtout que le film soit distribué. Est-ce qu'il est distribué en France? Est-ce qu'il est distribué en Belgique? Bref, ça a l'air comme ça quand on l'explique tout simple. C'est des mois et des mois de travail. Retour dans nos archives. Pour ce 3e opus, le Ramdam cherche à renforcer l'esprit festivalier. Mais avec 25 films à l'affiche, difficile de tout voir, c'est là qu'arrive un point nommé les petits déjeuners. C'était l'idée de donner la possibilité d'avoir des séances de rattrapage pendant le week-end. L'esprit, c'était vraiment donner le sentiment aux festivaliers qu'ils sont vraiment chez eux, de leur offrir ce petit déjeuner pour pouvoir démarrer une journée jusqu'à minuit. Autre nouveauté, les ateliers Ramdam. Une façon d'accompagner le public au-delà du cinéma. Pierre Oswald, cinéphile, psychiatre au Marronnier, explique comment l'art du cinéma réside dans la manipulation. C'est manipulation, mais une manipulation consentie, donc le spectateur se rend compte qu'il est manipulé, et quand on sait qu'on est manipulé, quand on sait que c'est sur un écran, quand on sait que c'est pas la vraie vie, on aime ça. Et c'est un jeu permanent entre le cinéaste, le spectateur. Le Ramdam s'ouvre avec le poignant Rebelle, une fable aussi belle que terrible sur l'histoire d'une enfant soldat. Et qui dérange de par le fait que c'est difficile d'accepter que c'est la vie ordinaire de certaines personnes. Un critère dérangeant qui se trouve être tributaire de notre vécu et donc de notre culture.
J'ai eu des projections anthologiques, entre autres au Cameroun, où on avait 2500 personnes qui commentaient le film à mesure que qui commentaient le film, qui insultaient les personnages, qui applaudissaient, qui riaient. Et j'ai eu d'autres projections plus cérébrales, plus sérieuses, comme à Berlin. Mais c'est vraiment intéressant de voyager d'un pays à l'autre, découvrir les cultures à travers la façon que le public réagit au film. Mais le coup de cœur du public reste le film Broken, avec un joli moment de grâce offert par l'actrice Héloïse Laurence, interprétant la chanson du film. C'est cette année-là que le Ramdam s'intègre de plus en plus dans le tissu tournésien. Il fait appel à 11 élèves de la section design de Saint-Luc, encadrés par Peter Van de Kerkhove, pour élaborer les premiers trophées. On avait carte blanche, donc franchement on pouvait aller dans toutes les directions. On a même dit qu'on pouvait aller assez loin dans la limite, puisqu'on est quand même dans un festival du risque quelque part. Entre le Teckel d'or... Je pense qu'il dérange dans le sens où... comment on va prendre le fait de recevoir un teckel. Et le trophée explosif. Remettre à quelqu'un un bout de pellicule et le faire cramer, ça veut aussi dire finalement, nous on en a marre de vos films, on les crame tout simplement. Le public a finalement plébiscité la naïade. Donc reprendre vraiment le principe que la naïade avait dérangé au début du siècle dernier. Et puis on a choisi de prendre le laiton et en faire un polymiroir et ainsi jouer avec la réflexion de l'image. Ainsi le gagnant est la réflexion de la naïade en lui-même, donc il dérange. C'est un choix qui était pertinent puisque la naïade a représenté un petit peu de tout ce qui dérangeait à Tournai. Donc effectivement pour représenter la région mais aussi ce côté dérangeant. Et puis le côté dérangeant qui peut évoluer avec le temps aussi puisque la naïade dérangeait à l'époque. Maintenant je pense qu'on peut passer devant sans trop y faire attention. Et donc on voit que les choses qui dérangent peuvent évoluer avec le temps. Et donc c'était un beau symbole. L'affluence a triplé en tout juste 4 ans et le Ramdam commence à devenir un incontournable. Moi je m'octroie une semaine rien que pour moi, où je me pose, où je me fais une sélection de ce que j'ai envie d'avoir. Évidemment, le film qui dérange, on a quand même envie d'être bousculé un minimum. Et on rencontre les vedettes comme ici. Voici le scénariste du film de ce soir. You are very close from the public. There is no VIP room or thing like that, you know. Oh no, big. I'm not a VIP. You are nominated for the Oscar. I am. Une proximité avec le public qui amuse le scénariste de Dallas Buyers Club qui s'est battu pendant 20 ans pour faire son film. Monsieur Woodruff, on vous a testé positif pour le VIH. Nous estimons qu'il vous reste 30 jours à vivre. And now it has 6 Oscar nominations and I'm eating waffles in Tournai. Et maintenant, 6 nominations aux Oscars et je mange des gaufres à Tournai. Anything is possible. Tout est possible. Parmi les invités, les acteurs nous rappellent que finalement, il n'y a pas que les réalisateurs qui prennent des risques. La jeune Stacy Martin, 23 ans, qui incarne Joe, la nymphomane de Lars von Trier, en a souffert. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous de tourner ce film avec Lars von Trier ? Beaucoup de courage, ça m'a apporté la volonté de vraiment faire des films auxquels je crois et de moi en tant qu'actrice de faire des rôles qui sont justement peut-être difficiles ou perçus difficiles mais de ne pas avoir peur. Quelle est la question la plus gênante peut-être qu'on t'ait posée ? On m'a demandé à quel âge j'ai perdu ma virginité, je me suis dit alors là vraiment Et je regrette de ne pas avoir dit comment ça virginité ? J'attends le mariage. Dans le monstrueux The Act of Killing, des bourreaux revivent allègrement leurs crimes. L'histoire méconnue du massacre d'opposants communistes indonésiens en 1965 laisse sans voix. Oh oui. Il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de remise en question. Ce qui nous dépasse tous, et à mon avis le réalisateur en même temps, c'est qu'ils ont été bien au-delà de ce qu'on pensait. On pensait qu'il y aurait une certaine réserve, une certaine... Pas du tout, on expose tout, on réassume. Et cette année-là, le Ramdam assume son invité, le controversé Gérard Depardieu. Non, vous êtes des cons, moi je suis normal. Il faut se remémorer un petit peu la situation à l'époque. Le foin autour de sa venue en Belgique, autour de l'achat de sa maison en Échin.
Il y avait toutes ces relations avec la Russie, il voulait changer de nationalité, il voulait plus être français. Gérard Depardieu était dans une époque, dans une période assez difficile. Il avait perdu son fils et bon, il était souvent un peu alcoolisé. Et donc, on avait très peur de ne pas pouvoir le maîtriser. Et puis, il a fait sa leçon de cinéma devant le public, c'était magnifique. Un Depardieu exceptionnel. Plein d'émotions, plein de retenue, pas du tout le matamor auquel on avait l'habitude, mais au contraire quelqu'un de profondément intériorisé. Ça, c'était absolument magnifique. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. L'acteur français invité à concocter la rétro de cette 4e édition s'exprime sur le caractère trop peu dérangeant du cinéma français d'aujourd'hui. Je dirais que le film s'est installé dans une industrie qu'il n'y avait pas avant. Alors, disons qu'avant, je ne veux pas parler comme un vieux con, mais c'est vrai qu'il y avait davantage de risques. Après, il y a ce côté dérangeant. Effectivement, à un moment donné, il s'allume une cigarette ici, dans cette salle de cinéma. Il n'y a personne qui lui a dit d'éteindre sa cigarette, par exemple. Donc des petits privilèges comme ça qui lui ont été accordés et qui, selon moi toujours, ne cadraient pas forcément avec la philosophie et l'identité du festival qu'on voulait donner. Mais ça ne reste pas moins un des seuls monstres du cinéma français encore vivant. Voilà. Guère présent au festival, la légende du cinéma français n'a pas assisté à la projection du docu Winter Go Away, une plongée dans la Russie d'aujourd'hui, dirigée d'une main de fer par son président. C'est la question qu'on se pose, comment peut-on à la fois soutenir un festival du film qui dérange et puis s'afficher avec un président qui enferme des artistes qui dérangent aujourd'hui? Ah non, il n'enferme pas les artistes qui dérangent. Les Pussy Riot quand même. Mais vous pensez que ce sont des artistes? Ce sont des artistes punk. Oui, mais les artistes punk, mais c'est pas Poutine n'est pas un tortionnaire, c'est pas Staline. Ça, c'est les journalistes qui en font des Stalines. Les Pussy Riot, elles ont eu la chance d'être enfermées. Vous savez, il y a des artistes qui sont morts pour beaucoup moins que ça. Sans commentaire. Pour conclure le chapitre Depardieu, notons qu'il a choisi de programmer dans la catégorie rétro Salaud ou les 120 journées de Sodome. Dans ce film, des notables enlèvent et emprisonnent 9 jeunes garçons et 9 jeunes filles pour leur faire subir les pires sévices. La fiction de Pier Paolo Pasolini, réalisée en 1975, est encore aujourd'hui considérée comme le film le plus dérangeant de l'histoire du cinéma. Allez. Insoutenable. Vous êtes quand même resté jusqu'au bout. Oui, mais j'ai quand même mis la main devant les yeux plusieurs fois, vous savez. Franchement. Le plus surprenant, c'est que ça ait pu être réalisé à un moment donné. Je dirais juste plus fort que ça, tu meurs, quoi. Et les gens sont choqués parce que c'est une fiction. Et quand vous regardez The Act of Killing, où les gens se vantent de ce qu'ils ont fait. On n'est pas loin. Mais on y est. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font les tortionnaires quand ils s'amusent? Ils font exactement ça. C'est quoi être dérangeant? Et à partir de quand le sujet devient dérangeant, ce qu'on nous expose devient dérangeant? Je crois que c'est vraiment la capacité de chacun de voir ses limites. C'est vraiment une perspective, un point de vue et qui n'est pas universel, justement, qui est propre à l'individu. Le cinéma, c'est l'art le plus subjectif qui soit. Je crois qu'en fonction de toute une série de facteurs, y compris la salle d'ailleurs dans laquelle on se trouve, la manière dont on regarde un film et la manière dont on peut l'apprécier peuvent être complètement changées. Et c'est le même film. C'est sur ces propos que nous quittons l'année 2014 pour revenir dans le présent, où la 10e édition du Ramdam continue tout doucement de se préparer. Tout le monde va bien? Eric, tu veux un œuf sur le plat? Ah oui, je veux bien, avec plaisir. Quelques semaines après Deauville, le comité de programmation se retrouve chez Peter Carpentier à Envin. Il y a là Marie Demotte et Elisa Thompson, fraîchement revenues du Festival international du film de Toronto. L'occasion de faire le point sur ce que chacun a pu visionner. Alors, The Kingmaker. Ah oui, ça, Marie, tu l'as vu. Mais non, moi, je voulais le voir. J'étais sûre que ce serait incroyable. Donc, c'est un film, vraiment, tu tombes mort, tu te dis, mais c'est pas possible. La veuve de Marcos, le dictateur des Philippines. Et tu te dis, c'est déjà dans le passé tout cela. Parce que... Ah non, mais ça serait super parce qu'on en a un, nous, des Philippines. À Deauville, on a découvert un film qui s'appelle Watchlist, liste d'attente, qui est sur la réalité politique aux Philippines, en fiction.
C'est pas là où on tue les petits dealers, ben oui. Et on fait une présélection pour déjà proposer des liens, car chacun est ici avec sa propre sensibilité. Et la notion de film qui dérange est tellement vaste. Toronto, Cannes, Namur, Deauville. Pour arriver à proposer une sélection d'une 40aine de films, l'équipe a visionné près de 400 longs métrages. Ouais, Antigone, c'était, t'avais dit quoi 4 et 4. 4 et 4 Antigone. Pourquoi t'es fort? Non mais attends, c'est leur droit. Hein. Ou alors, ça ne va plus. La dernière scène. Je donne des cotes assez basses pour donner un plus-value au film exceptionnel. On donne 5 points sur la qualité du film et 5 points sur l'effet Ramdam. Donc l'effet qui nous donne envie d'en parler dans le sens positif parce qu'on a été pris par l'histoire et qu'elle nous a interpellés. Si la notion de dérangeant est ultra subjective, il y a toutefois une constante commune à tous ces films, celle de susciter le débat. Ça, c'est la force de notre festival. Et on peut dire, après avoir vu des débats à d'autres festivals, le nôtre a vraiment cette qualité-là. Ça, je peux le dire. On a une sorte de concentré. Harcèlement, flux migratoires, réchauffement climatique, année après année, de festival en festival, des tendances émergent et fatalement influent sur la programmation de l'équipe. Dans la sélection de ce festival à Toronto, il y a beaucoup de films sur le sectarisme, sur la religion en général. Vraiment le recul des démocraties, presque partout dans le monde. Donc il y a pas mal de films, des documentaires et des fictions également, sur le regain de la dictature de façon très insidieuse. C'est difficile parce qu'on ne sait pas pourquoi on est dehors, on ne sait rien. Donc... Une alerte à la bombe. Ah bon, ben voilà. Et tout ce qui s'est passé à Paris, ben voilà les dégâts qu'on reçoit nous ici, voilà. C'est le résultat recherché par les terroristes, c'est de faire peur, de faire régner la peur. Et ici, le premier petit incident qu'il y a, même si c'est une alerte à la bombe par téléphone, on fait sortir tout le monde, on suspend le festival, on ne sait pas si on va le reprendre. Et je trouve ça tout à fait scandaleux. Le jeudi 22 janvier 2015 à 16h, 2 jours après l'ouverture du festival, sur décision du bourgmestre faisant fonction, Paul-Olivier Delannoy, la commune fait fermer le complexe Imagix. Il n'y a pas eu d'alerte à la bombe, comme on le dit. Mais il y avait une sorte de menace latente comme ça, qu'il pouvait y avoir une attaque par explosif dans le complexe Imagix. C'est ça en tout cas que la police nous a dit. 2 semaines après les attentats de Charlie Hebdo, la menace est prise très au sérieux. Les organisateurs sont effondrés. Nous, on pense que ce qu'il faut faire, au contraire, c'est venir au cinéma, c'est revendiquer c'est notre liberté. Donc c'est contraire à nos croyances et à ce qu'on voudrait faire, évidemment. Ça va passer. On est en plein... Le festival cartonne, tu vois, ça marche à fond, donc c'est dur d'arrêter. Le 23 janvier, spontanément, des Tournaisiens rassemblés au pied du beffroi brandissent « Nous sommes Ramdam » en signe de solidarité. Pourquoi avoir organisé ce mouvement citoyen ? Montrer que des citoyens n'ont pas peur, que la réaction c'est pas la peur, et aussi qu'il faut défendre la culture, ce que faisait très bien ou fait très bien le Ramdam, mais pas n'importe quelle culture, celle qui permet un meilleur vivre ensemble. C'est une question de dignité, d'honneur. Je ne peux pas accepter que nous soyons plaqués au sol. Il y avait des films dans la programmation qui pouvaient sensibiliser les djihadistes. Sur le plan des djihadistes, il n'y a pas d'autres films. Et encore, Timbuktu est un film très poétique, qui est très subtil, très nuancé. Je pense qu'il y a une seule question à se poser. Une seule. Comment concilier la sécurité avec la liberté d'expression ? C'est de cette réponse que les politiques, la société doit apporter. C'est de cette réponse qu'on va apporter que dépend l'avenir de notre démocratie. Finalement, le dimanche 25 janvier, les autorités communales donnent leur feu vert pour redémarrer le festival. Le Ramdam est prolongé et le complexe ouvre ses salles pour accueillir la programmation initiale.
Donc on n'a rien déprogrammé du tout et on termine en quelque sorte par Timbuktu. C'est effectivement un symbole qu'on n'est pas prêt à se coucher, quoi. Le film du Mauritanien Abderrahmane Sissako raconte l'invasion par des djihadistes d'un village près de Tombouctou, au Mali. Les oppresseurs y appliquent la charia. Il est interdit de jouer de la musique, de rire et même de jouer au foot. Courageusement, la population tient tête aux extrémistes. Timbuktu est une ode à la résistance au nom d'un autre islam. Avec le recul, et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une adhésion. C'était fabuleux. Il y a eu vraiment à ce moment-là une sorte d'osmose entre le public du festival et même ceux qui étaient sympathisants sans nécessairement y venir. Le fait que ça soit arrêté, ça a généré comme ça une sorte d'appropriation du festival. Ça, c'est pour l'aspect extérieur. Et pour l'aspect intérieur, ça a soudé évidemment les 5 partenaires parce qu'on est là dans des communications de crise. C'est vraiment une communication de crise. Tu as tous les médias qui débarquent comme ça. Et ça a été possible parce que ça a resserré évidemment les 5 partenaires. Tout le monde parlait d'une même voix, quoi. Cette année-là, tous les films sont unanimement déclarés gagnants. Et pour réitérer leur soutien, les festivaliers sont invités non pas à faire 1 minute de silence, mais bien 1 minute de bruit. Et comme ça, ceux qui nous ont menacés vont entendre qu'on peut se battre pour le festival Ramdam, mesdames, messieurs. C'est parti! Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Un qui n'a cessé de faire du bruit en 69 ans de carrière, c'est Jean-Pierre Mocky. Invité d'honneur en 2016, le réalisateur français aujourd'hui décédé est sans doute l'homme le plus prolifique du cinéma français. Qui dit cinéma dit argent. Les gens font généralement du cinéma, du spectacle pour gagner de l'argent. Moi, ce n'est pas mon cas. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de candidats pour faire des trucs comme moi. L'éternel anarchiste a sélectionné 6 films sur les 70 que compte sa filmographie pour la rétro. C'est une chance de les voir parce que certains films ont été mis longtemps à l'index, Jean-Pierre Mocky. Oui, ils ont été interdits. Par exemple, Solo est passé à la télévision 20 ans après. 20 ans en 90, alors qu'il avait été tourné en 70. Alors, ces films, la télévision française a essayé de les éliminer parce qu'elle trouvait que les sujets étaient trop chauds, trop actuels. Donc la télévision n'aime pas beaucoup parler de choses qui sont contemporaines. Elle aime bien que le temps passe. En 2016, c'est le tragique Land of Mine qui remporte le prix de la meilleure fiction. Mais il n'y a pas que des films internationaux qui dérangent. La catégorie des Ramdam belges de l'année, créée en 2013, est l'occasion de mettre en avant le cinéma du plat pays. Est-ce que fondamentalement, le cinéma belge est dérangeant? Ce qui est sûr, c'est que je pense que le Belge ose tout. Que ce soit au cinéma ou au théâtre ou dans un autre art, il ose tout et c'est à ça qu'on le reconnaît aussi. Que ça passe par l'audace, l'absurdité, l'autodérision. Il n'a pas peur de choquer, il n'a pas peur d'exprimer les choses, il n'a pas peur de briser les tabous. Un cinéma insolent, avec, il faut le reconnaître, des réalisations flamandes qui sortent du lot. Ronskop en 2012, La merditude des choses en 2013, Alabama Monroe et The Behandling en 2014 et enfin Black en 2016. On s'est dit que cette histoire Roméo et Juliette, shakespearienne, c'était une bonne façon de raconter cette réalité de ces bandes urbaines. L'histoire est inspirée de personnages réels, notamment celle d'un policier bruxellois. Il est noir, il est spécialisé dans les bandes urbaines à Bruxelles. Il a vu le film, il a dit que c'était une image très authentique et très réaliste. Mais il a dit que la réalité, mais non, c'est encore pire, c'est encore plus violente que dans le film. Ciné-couette, ciné-fourchette. Pour sa 6e édition, le festival continue de se décloisonner. Et l'art fait son entrée dans les murs d'Imagix. En 2015, l'œuvre Perversion bipolaire de Pascal Bernier interpelle. J'avais dans mon atelier un ours polaire et j'avais également une grande peluche d'ours brun. Et un jour, je les ai associés, tout simplement. Ça faisait une simulation d'actes sexuels, on va dire. Et je me disais que c'était une représentation très adéquate du rapport actuel entre la nature et la culture, mais de manière humoristique. Donc moi je suis très intéressée évidemment par l'interprétation de l'artiste. Ouais. Moi c'est pas du tout la lecture que j'en avais faite et je peux comprendre que cette œuvre soit peut-être un peu gênante ou choquante. Personnellement je trouve qu'on peut vraiment la montrer à tous les publics parce qu'elle a plusieurs lectures possibles. Ce virage artistique se renforce en 2016, notamment avec le Musée des Beaux-Arts.
Dans l'expo, le musée qui dérange, Jean-Pierre Derek, le conservateur, a sorti de ses collections 40 œuvres qui ont dérangé à l'époque où elles ont été réalisées. Tous les grands créateurs, tous les plus grands artistes ont toujours dérangé, parce que le principe même de la grande création, de la création, c'est la rupture, c'est l'originalité. Autre moment important pour l'équipe du Ramdam, le choix d'un visuel pour sa communication. Nous débarquons dans le studio du photographe Charlie de Soubry. Ce dernier a prêté son espace à l'artiste Evelyne Benchichova pour le shooting de l'affiche de la 10e édition. Le visuel du festival a bien évolué depuis ses débuts. Le simple clin d'œil au Do Not Disturb des chambres d'hôtel cède sa place en 2015 à un graphisme plus numérique. En 2016 et 2017, virage à 360 degrés, les affiches arborent des visages. Parce qu'on peut raconter une belle histoire avec les visages. Nous, ce qu'on aime bien, c'est pas juste l'esthétisme de l'affiche. Ce qui est important, c'est de pouvoir raconter ce qu'il y a derrière l'image. En 2018, c'est parmi les portraits de David Ozuchukwu que l'équipe fait son choix, mettant à la trappe ce visage au bec de lièvre jugé trop interpellant. Enfin, en 2019, c'est ce cliché de l'artiste Daniel Quetal qui fait l'unanimité. Tous ces visages sont issus de photos existantes. C'est donc la première fois que le festival investit dans un shooting avec une photographe. Elle a plein d'idées en tête et elle va construire quelque chose. C'est pas juste, elle va pas faire un choix de photo comme ça parce que c'est beau et que là, la lumière est jolie. Look at the bird, put all the hair in the back. À 26 ans, Evelyne Benchichova a déjà un CV impressionnant. Parmi ses clients, Gucci, Cartier, des magazines de mode ou encore des institutions culturelles comme l'Opéra Royal de Vienne. Mais ce qui a séduit l'équipe du Ramdam, c'est son univers particulier. People talk about my pictures or my work that it's somehow disturbing. For me, it's very ambivalent term. And for me, like what most of the people call disturbing movie, for me it's the movie or a work which just makes you think and question. It might be disturbing for some people to think, but I think it's really necessary. Ce jour-là, l'artiste a pris près de 300 clichés, mais finalement, c'est un imprévu qui guide le choix du visuel final. Durant le shooting, le jeune modèle, Tadé, se blesse à cause de l'oiseau. C'est donc cette photo, regard intense et doigts bandés, qui est retenue pour l'affiche des 10 ans. Retour dans nos archives. « 2017 s'ouvre avec le fracassant Dos de Hook. Fierté pour le Ramdam, car c'est le réalisateur Nabil Ben Yadir, déjà invité en 2013 pour La Marche, qui a insisté pour que l'avant-première internationale se déroule à Tournai. J'ai l'habitude de faire des festivals et je vois plus des gens du métier que des cinéphiles, plus de cinéastes que de cinéphiles. Et là, c'est bien parce qu'on a un contact direct. Et puis Dos de Hook Angle Mort est un film belge, purement belge, et arrivé en première à Tournai avec l'équipe de Jean-Pierre, c'est vraiment classe. Moi, en tout cas, c'était vraiment une demande de ma part. C'est aussi cette année-là qu'arrive une nouvelle recrue dans la team du festival, Jeanne François. Festivalière ponctuelle, elle ne connaissait alors du Ramdam que les bruits de couloir. J'entendais beaucoup d'échos positifs, beaucoup d'avis, beaucoup de débats sur les films proposés, sur les propos, sur les idées, les questions qu'engendraient ensuite ces films. Je pense que le Ramdam avait vraiment une place importante, en tout cas dans une petite parenthèse dans la vie culturelle des Tournaisiens. Une parenthèse qui heureusement ne propose pas que des films pesants, à l'image du très léger Kiki Love to Love. Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual. Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Se puede hablar. Sus mamadas. Génial! C'est léger, ça fait du bien. C'est léger, ouais. C'est quand on a le sourire aux lèvres, hein, c'est ça? Ouais. Surtout les lèvres. Depuis ses débuts, le Ramdam cherche à faire de l'œil aux jeunes, notamment à travers le concours Clip Clap. Le concours, associé à l'événement depuis 2014, propose à des élèves de 5e et 6e secondaire de la région un exercice de critique cinématographique. Sous le prétexte d'une critique, c'est évidemment de leur donner envie de voir un autre cinéma auquel ils sont habitués, les blockbusters, les films doublés en français. Là, on leur montre des œuvres d'auteurs, des œuvres artistiques. Et on dit, bah voilà, le Ramdam, c'est chouette, c'est pas du tout l'événement ciné pour les cinéphiles bobos, c'est pas du tout des films en sud-coréen sous-titrés improbables. Mais non, il y a des bons films à aller voir et ça les encourage à venir nous rejoindre. Tu le verras sur Internet.
En 2017, c'est le film Noces de Stéphane Strecker qui est choisi pour le concours. Figurez-vous qu'en fait, vous ne pouvez pas le savoir, enfin personne ne pouvait le savoir, mais j'ai commencé ma carrière de critique de cinéma comme ça. C'est qu'en fait, on m'avait présenté un film et on devait écrire ce qu'on en pensait, et voilà, et puis ça a commencé. Moi j'ai adoré faire ça, j'ai adoré communiquer mon enthousiasme sur le cinéma. J'ai très envie de lire évidemment tout ce qui était écrit par les jeunes, et donc je vais demander aux organisateurs... L'intégrale des copies. La programmation est également émaillée d'ovnis qui déroutent le public et de soucis techniques donnant lieu à des scènes surréalistes. Maman. Comme le doublage en direct du film Zoologie par une spectatrice. Malgré tout, 2017 est surtout une année marquée par un record de fréquentation. La 7e édition totalise 23 217 entrées. C'est incroyable, c'est 4400 entrées de plus que l'année passée, c'est génial, Yann Stalens, donc le directeur d'Imagix, nous disait hier sur le journal du Ramdam qu'il souhaiterait doubler peut-être le nombre d'entrées l'an prochain. Je voulais votre avis par rapport à ça. Moi je suis au contraire plus prudent. À vouloir aller trop vite et trop fort, je crois qu'on risque de basculer dans quelque chose qui ne soit plus un festival à visage humain comme on le fait actuellement. Octobre 2019, dernière ligne droite. Pour l'équipe du festival, le compte à rebours a commencé. Les festivaliers devront-ils s'attendre à une surenchère concernant le côté dérangeant des films pour cette 10e édition ? Non, mais on va tenir notre ligne éditoriale, quoi. Ça, c'est sûr qu'on s'y tient et on fera pas. On prendra des films qui nous bouleversent, principalement. Pour affiner la sélection, l'équipe enchaîne les projections privées dans les murs d'Imagix. Le film du jour, Fille de joie. Circé, Lola, Hera, Sherazade. Pour les prestations, 100 € la demi-heure, 130 les 3/4 d'heure. Plus vite. Ça, c'est quand même un peu hard, hein. Tu vas choquer toute une série de gens quand même avec ça. Parce que tu as quand même... c'est dérangeant. Ah, c'est dérangeant, tout à fait. Et puis le film est bien fait. Le film est bien fait. Ah, mademoiselle, tu peux pas me sucer 5 minutes ou quoi? Je peux demander à ta mère, non? Elles se prostituaient en Belgique et elles ont leur vie normale en France. T'as l'air de bien connaître, Jean-Pierre? T'as l'air de bien connaître? Ah oui, j'étais régulièrement pendant tout un temps. Dites ça, vous, si vous prenez... Là, droit de censure. Le gémissement, c'est comme la guitare, tu vois. Que ce soit graduel, qu'il ait l'impression de te perdre, de te récupérer. Oui. Ils sont venus donc chez Dodo. Ils sont venus chez Dodo la Saumure pour documenter. Pour se documenter. Par contre, où à mon avis on va pas être d'accord. On va pas inviter Dodo quand même. C'est inviter Dodo. Voilà. Non. Une ordure pareille. Comment une ordure? Est-ce que le film qu'on vient de voir, c'est ça? Ouais, mais justement, donc toi, tu dis que le film qu'on vient de voir. Enthousiaste pour le montrer? Non, moi je suis enthousiaste, mais quand même, ça met quand même la prostitution. Pour moi, je fais une quand on voit ça, on dit en fait c'est sympa, elles aiment bien en fait ce qu'elles font les filles. Oui, c'est quand même pas si terrible de se prendre des grosses bites. Pour faire leur scénario, ils sont allés dans les boîtes de Dodo la Saumure et c'est là qu'ils ont pris connaissance. C'est pas parce que c'est documenté que. Voilà, Dodo, lui, c'est une belle image. En fait, quand on voit ça pour Dodo, il doit se frotter les mains, il doit se dire. En fait. On admet la prostitution, on admet pas. Mais justement, c'est là le débat. Oui. Donc c'est bien fait parce que ça va engager le débat, mais moi, c'est pour ça que je supporte. J'encourage les démarches de Dodo. Sky s'est fait assez de pub. De toute façon, j'ai dit, hein, je sentais qu'on allait cliver là-dessus. On va pas faire venir Dodo la Saumure. Déjà, il faut avoir le film. On a le temps de dormir dessus. Du film. Ouais, voilà. Oui, déjà. Voilà. Le film, l'équipe du film, et puis après Dodo, on verra. Voilà. Mais plutôt vers le nom. Probablement qu'il faut accepter l'idée que l'âme du festival n'est plus dans les mains de quelques personnes. Elle appartient désormais
aux nombreuses personnes qui sont venues présenter leurs films, aux nombreux festivaliers qui sont venus voir et qui considèrent que c'est leur festival. Combien de films vous avez vus, Sylviane, cette année? Alors une trentaine sans compter les courts-métrages. D'année en année, on se dit est-ce qu'on va encore pouvoir être dérangé? Là, je viens de sortir d'un film qui s'appelle Jusqu'à la garde et là, c'est ce qui m'a vraiment dérangé. C'est pas dans le gore ou des choses comme ça, c'est dans l'émotionnel. On peut être dérangé aussi dans l'émotionnel. Alors ça aussi, ça me surprend beaucoup. C'est un peu l'effet boulimique, où on essaie d'emmagasiner un maximum de films sur un minimum de temps. Les gens qui courent d'une séance à l'autre, moi ça m'interpelle très fort parce que ce sont des émotions fortes, ça porte à réflexion, ça demande à pouvoir décanter à certains moments. Alors voilà, c'est un peu un paradoxe, c'est à la fois le succès, voilà, donc c'est que ça répond réellement à une attente et un besoin du public, et puis un questionnement pour nous qui faisons ce travail au quotidien et qui ne comprenons pas toujours très bien pourquoi cet engouement, c'est ce qu'on essaie de développer à Ressé, mais depuis 60 ans déjà. En se hissant dans le top 3 des plus grands festivals cinématographiques de Wallonie, le Ramdam se sent pousser des ailes. La bête a grandi, et si le public est acquis, les réalisateurs aussi. J'adore, j'adore, parce que c'est ces tremblements que l'art peut nous permettre de se positionner ou de prendre une perspective nouvelle à travers l'autre. Moi, j'ai vraiment l'impression d'une programmation très précise, un peu la crème de la crème, avec une direction précise. C'est ce qui me plaît parce qu'il n'y a pas un film que j'ai vu que j'ai pas aimé. Je vais adorer ce festival. En 2018, coup de buzz. Le festival est carrément acteur de retrouvailles inédites. 25 ans après le cultissime C'est arrivé près de chez vous, le co-réalisateur André Bonzel est rejoint par l'actrice Valérie Parent et le truculent Benoît Poulvorde. Ensemble, ils reviennent sur la genèse de ce qui n'était au départ qu'un film de fin d'études. Ils étaient à la SAS et on s'est servi des caméras en faisant croire que c'était un film d'études, d'école, pour faire notre film. Parce qu'à l'époque, il fallait une caméra 16 mm et ça ne se trouvait pas au coin d'un bois. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de moyens et on tournait vraiment quand on avait le temps, quand on avait une caméra, quand on avait une disponibilité. Excusez-moi de vous déranger, nous sommes une équipe de télévision et nous effectuons un reportage sur les vieilles personnes et la solitude dans les grandes cités. Auriez-vous l'obligeance de répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Je veux bien. C'était vraiment notre vie à l'époque, mais à la fois, c'est quand même un film qui était une satire de ce qu'on n'aimait pas, de striptease, du fait de filmer avec une caméra. Quand on voit une caméra quelque part, c'est très facile. L'intrusion, le fait que c'était le début des téléréalités, tout ça, donc il y avait beaucoup de cette critique. Tu prends ton petit Grégory et tu l'immerges. Il y a des phrases qui me reviennent en tête où je me dis, ça, mais t'imagines maintenant, à la télévision on oublie, au cinéma on oublie, on pourrait même plus en parler, on serait fait éliminer. Donc ça veut dire qu'on est rentré quand même dans une forme de puritanisme et de contrôle. Et le film appartient maintenant, vous imaginez, les générations, combien j'ai vu de gamins, mais c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que le film nous échappe complètement. En 2019, l'exceptionnel Of Father and Son de Talal Derki suit le processus de radicalisation de jeunes Syriens. Le réalisateur s'est infiltré pendant 2 ans dans la vie d'une famille dont le père est un membre actif du réseau Al-Qaïda. Mes recherches visaient à mieux comprendre comment un djihadiste devient djihadiste. Je voulais comprendre leur motivation, je voulais comprendre quelle était la clé et d'amener cette expérience aux yeux des spectateurs. Si les films qui dérangent nous questionnent et nous poursuivent après leur projection, il nous reste à nous poser une ultime question. Peut-être la plus importante de toutes. Finalement, à quoi ça sert ? Ça sert à mettre une bougie dans une pièce noire et d'allumer un tout petit peu, de ne pas oublier en tout cas. Évidemment qu'on n'arrange rien, évidemment que le cinéma, c'est pas une baguette magique qui fait que les choses vont s'améliorer derrière, il y aura une prise de conscience. Mais il y en a. Ça permet de se dire, d'apprendre quelque chose, de probablement de se renseigner derrière, probablement de se dire putain là il faudrait peut-être que je fasse attention parce qu'effectivement j'avais pas vu les choses comme ça. Je suis convaincu que
que ça gagne, que ça se propage, que c'est effectivement en suscitant la réflexion, le débat, et que ces personnes elles-mêmes, après, aillent partager des idées, des points de vue, des questionnements, que un peu à la fois, sans doute, il faut longtemps, il faut de la patience, mais qu'un peu à la fois, ça peut faire bouger les choses. Des films comme le film Demain, je suis sûr, a eu un impact indéniable sur justement la prise de conscience du public par rapport au fait que ce sont parfois de toutes petites choses et qu'il ne faut pas simplement attendre toujours des grandes décisions qui viennent d'en haut. Parfois, c'est dans notre quotidien à chacun et que si on le fait tous, à un moment donné, ça peut prendre des proportions beaucoup plus importantes. Depuis 2013, le Ramdam a fait le choix de programmer des cours. Après des débuts timides, le succès est là, au point de faire en 2018 l'ouverture du festival. Mais ne dit-on pas plus c'est long, plus c'est bon, alors plus c'est court, plus c'est bon aussi, j'imagine. Plus intense, à mon avis. C'est pas une question de temps. Puisque c'est du concentré. Plus c'est court, plus c'est sourd, non ça... non. Plus on est pour. Plus on est pour, peut-être, merci. La plupart des grands réalisateurs belges sont passés par la case court, marquant de leur empreinte le cinéma. Le format court est un véritable terrain d'expression de jeunes talents, avant de plonger dans le grand bain du long métrage. Le court permet d'être plus faire ce qu'on aime, plutôt qu'en fin long métrage, on dépend de plus de financiers, de décisionnaires. Plus d'audace, plus d'inventivité, les films sont souvent plus percutants, et puis c'est toujours excitant aussi de suivre les premiers pas des jeunes réalisateurs. Mais que serait le festival sans ses bénévoles ? L'armée des petites mains, vêtues de rouge, est partout pour veiller au bien-être des festivaliers. Je suis un amoureux du cinéma et je prends congé payé pour participer au Ramdam, donc je suis à 100% disponible pour les organisateurs, pour les festivaliers, pour venir ici le plus possible. Pendant que certains vous mitraillent dans les murs d'Imagix, d'autres font des kilomètres pour chercher les invités. Le souvenir que j'ai, c'est la première année où j'ai dû reconduire Jean-Pierre Mocky à Paris. C'est un grand bavard. Là, les 2h30 de route sur Paris, parce qu'il habite sur les quais de Seine, ont été bien occupés. C'est vraiment intéressant de rencontrer les gens. Ils ne sont pas difficiles, ils s'adaptent. On n'a pas l'impression d'avoir des gens qui ont une certaine aura. La cinquantaine de bénévoles se dispatchent les différentes missions, dont celle fastidieuse du dépouillement. C'est un rythme soutenu quand on est bénévole ? Ça dépend des jours, mais oui, ça va quand même. On est là principalement l'après-midi et le soir, mais c'est super chouette. Quand il y a des bières, de la nourriture et une table pour discuter, l'ambiance est toujours bonne, surtout en Belgique. À toutes et à tous, il n'y a qu'un mot à dire. Immense applause pour toute cette équipe-là. Reculez un peu pour les films. 20 janvier 2020, record d'affluence pour la projection du film d'ouverture, qui n'est autre que Fille de joie, qui quelques semaines plus tôt a divisé le comité de programmation. On cherche Dodo la Saumure. Ah, pas vu. On voit pas très bien avec tous ces spots ici. À mon avis, ici, il va pas faire recette. Dodo ? À mon avis, il doit être ici quelque part. Et alors, il sera en quelle salle ? Ah il est juste derrière toi en fait. Voilà, exactement. Donc, on l'a trouvé. Venu assister à la projection du film, le controversé proxénète, Dodo la Saumure n'a finalement pas été, comme le souhaitait Jean-Pierre Winberg, officiellement invité. Alors je me tourne d'abord vers la réalisatrice. D'où est venue l'idée de raconter l'histoire de ces trois femmes ? À un moment donné, j'ai lu un article qui parlait de ces femmes qui traversaient la frontière et qui, effectivement, pour rester dignes d'un côté de la frontière, passaient de l'autre côté pour se prostituer. Et voilà, l'idée du film est venue à ce moment-là et j'avais envie de parler de ça. De destin de femmes en fait. C'est encore un sujet très tabou. Je pense qu'on a beaucoup de préjugés, d'a priori, sans forcément connaître la juste vérité. Vous savez qu'il a été tourné dans la région ? Oui, bien sûr, on a reconnu. Oui, mais comment vous avez reconnu alors ? Il se démarquait. N'essayez pas de me piéger. Cette année, 34 cours, 53 fictions et docus, mais c'est aussi et surtout une édition marquée d'une empreinte féminine. Parmi les films en compétition, 27 sont réalisés par des femmes. Et portés par deux femmes, justement, le stupéfiant Antigone. Le mythe d'Antigone, ça a un caractère inépuisable. On traite de questions fondamentales tout en incarnant une histoire qui est individuelle. Je crois que
Un des messages, c'est de faire preuve d'empathie devant un système qui en manque terriblement en fait. Le Ramdam accueille également Jean-Pierre et Luc Dardenne. Invités en 2015, leur venue avait été annulée suite à la menace d'attentat sur le Ramdam. Les frères avaient promis de revenir et c'est chose faite. C'est bien de venir aujourd'hui, c'est un peu notre réponse aux terroristes. Notre film est un peu une réponse à ces attentats. Leur dernier long, le jeune Ahmed parle justement du phénomène de radicalisation. Vous avez entendu 3 ans avant de commencer le tournage. Pourquoi c'était nécessaire d'avoir du recul, mener un peu des recherches parce que c'est un sujet délicat. Je pense qu'il n'y avait aucune nécessité de se presser. Il y a déjà eu pas mal de films qui racontaient comment les jeunes gens, les jeunes filles se radicalisaient. Et nous, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'essayer de faire un film qui raconterait la tentative de quelqu'un de sortir de cette radicalisation. Le Ramdam continue de percoler. Les collaborations avec l'associatif et le culturel se renforcent et les bandes-sons sortent littéralement de l'écran, avec un concert de musique de film par la chapelle musicale de Tournai. L'orchestre est au pied de l'écran et à ce moment-là, le spectateur se dit « Ah bon, c'est comme ça que ça marche. Ce thème-là, ah oui, c'est une flûte ou ce thème-là, c'est une trompette, etc. » Et voilà comment on voit en quelque sorte naître les effets. On était aussi bien dans le film que dans la musique, c'était merveilleux. C'est émouvant, j'en avais un petit peu la chair de poule à certains morceaux, disons, donc c'était très bien. Avec une sélection de haut vol et des invités venus des 5 continents, cette 10e édition démarre sur des chapeaux de roue. On en viendrait presque à oublier que le festival entier repose avant tout sur un défi technique. Et malheureusement, ça luite. Alors Eric dit qu'il faut essayer de reprogrammer le film un autre jour, si ça marche pas. C'est fini la bonne vieille mécanique, là c'est pareil. Il ne reste que demain. Ok, attends 2 secondes. Est-ce qu'il y a une autre salle de vide ou pas? Marina, c'est une salle de vide. Camille, est-ce que tu peux demander à Marina s'il n'y a pas une autre salle de vide, s'il te plaît? Sûrement encore un problème de serveur. C'était mieux quand c'était la bobine, je vous le dis. Pas possible? Ok, voilà. Donc on y est. Donc ce n'est pas possible, il n'y a pas d'autre salle disponible. Ici, il semblerait que ce soit un problème de projecteur relié directement à cette salle. Désolée, je suis navrée. Alors pour les changements de séance, demain 14h ou le 26 mars, ici à gauche, les remboursements ici à droite. Un problème purement technique et des serveurs à bout de souffle, comme quelques jours plus tôt, lors de la soirée de projection des courts-métrages. Mais le public, comme à son habitude, reste très indulgent. Voilà, ça fait partie du Ramdam aussi. Je crois que les films vont nous déranger plus que le petit problème technique. Et le public a raison. Dérangeant, Détainment l'est à plus d'un titre. Le court-métrage est tiré d'un fait divers qui a traumatisé l'Angleterre en 1993. 2 gamins de 10 ans enlèvent, torturent et tuent un enfant de 2 ans. En mettant en image cette histoire vraie, le réalisateur irlandais Vincent Lamb a subi les foudres de l'opinion publique. Une pétition de plus de 150 000 signatures a même tenté de faire barrage à la nomination du court aux Oscars en 2019. Je comprends bien d'où ça vient. Je pense que quand ça a eu lieu, les gens ne pouvaient vraiment pas appréhender l'idée que 2 garçons de 10 ans pouvaient faire ça. Et la seule façon dont on pouvait l'accepter, c'est si ces 2 garçons étaient démoniaques. Et si vous essayez de dire quelque chose, si vous essayez de comprendre pourquoi ils font ça, vous êtes critiqué parce que vous montrez de la sympathie envers eux. Si la fiction peut ressembler à la réalité ou s'en inspirer, le documentaire, lui, va bien au-delà. Il a une force terrible, celle de filmer la réalité nue. C'est le cas dans The Cave, qui suit une jeune femme médecin directrice d'un hôpital souterrain sur un territoire syrien assiégé. Si certaines personnes doutent encore aujourd'hui des raisons et du bien fondé de ces personnes qui s'exilent et viennent chez nous, mais je les inviterais vraiment à regarder ce documentaire parce qu'on ne peut pas rester insensible face à la souffrance d'enfants qu'on a massacrés à l'arme chimique. Pour moi, ce sont vraiment des images insoutenables. Voilà, on a l'immense plaisir d'accueillir Costa Gavras. Le dernier jour du festival, standing ovation pour le réalisateur invité d'honneur Costa Gavras. Ce géant du cinéma est venu présenter Adults in the Room. Dans cette tragédie grecque des temps modernes, Costa nous plonge dans les arcanes de la politique européenne.
L'orfèvre s'empare d'un sujet difficile, la tentative de renégociation de la dette grecque par le gouvernement Tsipras suite à la crise de 2015. They'll do all they can to crush you and the hope you represent. Z, Amen, Eden à l'Ouest ou encore Le Couperet, en 19 longs métrages, le scénariste et réalisateur grec aura abordé tous les grands problèmes de son temps. Quand on regarde votre filmographie, on a l'impression que l'ensemble de vos films dérange. Vous pensez que c'est la mission du cinéma, en tout cas de votre cinéma ? Non, il ne faut pas dire la mission du cinéma. Le cinéma, c'est un art, chacun fait ce qu'il veut, librement, selon sa sensibilité, selon sa philosophie, selon ses idées. Voilà. Il faut se battre pour cette idée-là en France. Mais du coup, il faut encore l'interprète. Qui s'écrit de faire les fiches pour que les remettants aient sur une fiche le nom. Mais ça veut dire qu'il faut juste écrire Ramdam belge le plus dérangeant. Le prix, le titre du film et les réalisateurs, c'est tout. Et moi, je complète chaque fois. Chantal, donc eux, ils commencent direct à 21h, donc il faudrait que rapidement, Montrez bien Pendrillon avant, non ? Pour pas se retrouver comme ça. Je suis en train de coordonner la cérémonie de clôture du festival, donc s'assurer qu'au niveau technique et logistique tout va bien et que tout suit son cours, que tout le monde sait quoi faire, comment le faire et qu'on respecte surtout le temps. En fait, hein. Donc il y a quoi qui est plein? Donc c'est pas bon ce qui est écrit. 94 en 7. Attends. Non, il est écrit vide. Tout le monde est là, à l'heure, tout va bien. Je pense que ça va aller, c'est un peu stressant dans tous les sens, mais rien d'inhabituel. Delannoy dit le gagnant c'est un tel, et je dis et nous recevons en plus le réalisateur, mais voyons d'abord un extrait. Donc ce soir c'est la fin, est-ce qu'on se sent triste finalement ? Toujours un petit moment comme ça, un coup de mou. Un coup de mou quand le lendemain est sur le lendemain, mais moi j'ai la chance de repartir vendredi à Clermont-Ferrand pour le festival du court-métrage, pour choisir des courts-métrages pour l'année prochaine. Ce qui fait que le coup de mou est assez court. Est-ce que tu sais me faire un signe, Bruno Coppel, est-ce que tu me reçois bien ou pas, s'il te plaît ? C'est parti les gars! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Ramdam Festival. Fantine Ardoin. Et voilà, 10 ans, ça passe si vite. Après avoir jeté un coup d'œil dans le rétroviseur de ces 9 années écoulées, il nous reste à essayer de nous projeter et à regarder vers l'avenir. À quoi donc ressemblera le Ramdam Festival dans 10 ans ? Moi, dans le 10 ans, je vois le Ramdam toujours aussi convivial. Je pense que ça, c'est un point essentiel dans notre festival. Tous les invités nous le disent, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, ils nous disent c'est incroyable, on a cet accueil et cette convivialité, que ce soit avec l'équipe ou avec les festivaliers. Donc j'espère que dans 10 ans, ça restera un festival toujours aussi convivial. Si on pouvait faire en sorte qu'on ait un petit peu plus de cast, un petit peu plus de people, comme on dit. On n'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout l'objectif, au contraire. Certains partenaires du festival n'y tiennent pas beaucoup, mais je trouve que le festival mériterait d'être valorisé et reconnu par la présence d'acteurs ou de réalisateurs qui sont réellement des gens qui dérangent. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de Français qui viennent, mais il y a aussi des Bruxellois, des Flamands, des Namurois, des Liégeois qui viennent de plus en plus loin pour participer au festival. Donc la logique du développement dans 10 ans du festival, c'est effectivement qu'on puisse accueillir davantage de personnes qui viennent d'un peu plus loin. Il ne faut pas que le festival soit aujourd'hui victime de son succès, parce que je pense qu'il a atteint une forme de vitesse de croisière. Et je pense que le festival, il a grandi très vite, en fait. Et donc, c'est un peu ça, maintenant, l'enjeu, c'est de le garder dans des dimensions qui restent proches de ce qu'on a voulu créer au départ. Je vois un grand festival international indispensable, tout aussi important que les festivals qu'on connaît déjà, quoi. Moi, je le vois sur cette place-là, dans 10 ans. Ouais, je le vois vraiment là.
La question bonus. À quelle question vous ne souhaiteriez pas répondre? Ah, j'en sais rien, moi. Je ne pense pas avoir besoin d'un joker. Je peux même pas dire quel âge j'ai. Wikipédia arrête pas de raconter des conneries, mais c'est plus ou moins correct. Hein, donc, je sais pas. Comment on s'impose face à cette équipe d'hommes? Ah, belle question. Alors, pour être honnête, c'est pas tous les jours facile. Et alors, d'où vous vient votre jeu de jambes quand vous dansez sur les tables de l'espace festivalier? Quand est-ce que vous allez raccrocher? Raccrocher où? Raccrocher du ramdam? Ah, ça, jamais. Non, c'est pas vrai.